Alors maintenant, on va enchaîner avec un document que vous avez réalisé avec une de nos équipes de FR3. Bon, on n'est pas là pour déflorer le sujet, bien sûr, mais pour en parler, pour le qualifier, vous avez une expression, moi, qui me plaît bien. Vous dites c'est le débarquement à hauteur d'homme. Oui, oui, c'est ce qu'on a essayé de faire. Voyez-vous, moi je suis frappé par les coups de téléphone, par le nombre de coups de téléphone qu'on reçoit. Et puis, il y a des gens qui nous disent, mais vous oubliez les Australiens, vous oubliez les Néo-Zélandais, vous oubliez... Bien sûr, l'hommage est pour tous ceux qui ont participé à cette journée. Mais il faut dire aussi que chacun y a participé à sa manière. La grande histoire, l'histoire avec un grand H, elle est faite au fond de beaucoup de petites histoires, d'histoires vécues à hauteur d'homme. Et ce qu'on a essayé de faire dans cette petite commune de Sainte-Marie-du-Mont, Utah Beach, qui reçoit aujourd'hui 7 chefs d'État, eh bien, c'est ce qu'ont vécu les gens dans cette nuit, dans cette journée du débarquement, et puis aussi au cours de ce qui avait précédé, mais de le vivre à hauteur d'homme, encore une fois. Aujourd'hui, on va entendre au cours de ces commémorations beaucoup de musique militaire, peut-être un peu trop de musique militaire, et ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire entendre la petite musique de l'humanité. Ce que vous nous présentez, Gilles Perrault, je crois qu'il faut le dire, ce n'est pas du tout la saga des héros. Hein. Ça n'est pas la saga des héros. Vous savez, les héros, d'abord l'héroïsme c'est une question de jours. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des soldats qui n'ont pas été héroïques le 6 juin et qui l'ont été le 7, le 8, le 10 et qui sont morts glorieusement. C'est donc un méli-mélo, ces grandes journées avec des pages touchantes, avec des pages héroïques aussi. Et puis, bah voilà, c'est la vie telle qu'elle est. Merci Gilles Perrault, on n'en dit pas plus. On regarde tout de suite ce document que vous avez réalisé, je le répète, avec l'une de nos équipes. Alors vous voici à Sainte-Marie-du-Mont, dans la Manche, au-dessus de Sainte-Marie-du-Mont, sur le clocher, parce que c'est vraiment le meilleur endroit pour vous présenter cette commune. Cette commune que vous connaissez peut-être sous son nom de guerre, Utah Beach, puisque c'est ici qu'a eu lieu le débarquement du 6 juin. Alors, je ne dirais pas que nous, ici, les débarquements, on en a l'habitude, ce serait exagéré. Tous les 1000 ans, c'est quand même un rythme assez lent. Mais c'est vrai que les débarquements, on en a connu d'autres, et on a connu surtout celui qui a abouti à la création, à la fondation de cette commune de Sainte-Marie-du-Mont. C'était il y a à peu près 1000 ans, en l'an 910, quand une flotte de vikings s'est présentée devant la plage, conduite par le chef qui s'appelait Vieux aux épaules parce que c'était un gaillard, un géant, très large aux épaules, et ils se sont installés ici, ils ont créé cette commune, ce château qui demeure après beaucoup de transformations, et la famille aux épaules a régné sur cette paroisse, sur cette commune, jusqu'à la Révolution française. Alors, vous voyez, c'est une longue histoire que celle de cette commune. Elle n'a pas commencé le 6 juin 1944, et je dirais qu'on a tout connu avant de connaître l'occupation allemande et la libération par les Américains. On a connu d'autres guerres, la plus longue guerre, la guerre de 100 ans, et la plus longue occupation. Pensez que cette commune a changé 27 fois de souveraineté pendant la guerre de 100 ans. Elle était tantôt anglaise, tantôt française, et chaque fois qu'on avait choisi le mauvais camp, on se retrouvait pendu à un pommier. Alors toutes ces péripéties, toutes ces tragédies ont forgé une sorte d'état d'esprit qui nous rendait aptes, je crois, à supporter l'occupation et à supporter les drames qu'a apporté la libération, c'est-à-dire le débarquement. On avait un entraînement à tout ça. Et ce à quoi nous vous convions aujourd'hui, c'est à revivre ce formidable événement du débarquement, non pas au niveau des images militaires, des images d'Épinal, avec grande musique et grand flonflon, non. C'est de vous le refaire revivre comme on l'a vécu ici, dans le quotidien, dans la dureté du quotidien, et aussi avec les tendresses, avec les humanités du quotidien, à hauteur d'homme. Les Allemands arrivent. Je vais au bourg le lendemain, j'avais affaire au bourg, et alors en arrivant au bourg, c'était
ce désarroi. Il y avait des prisonniers, des marins prisonniers des marins français, prisonniers autour de l'église, gardés par des sentinelles allemandes. Il y avait les mitrailleuses aux entrées du bourg, des Allemands à l'air rébarbatif. Enfin bon, je ne me suis pas tue très longtemps, je suis rentrée à la maison. À l'époque, nous circulions à bicyclette. Donc, je suis rentrée. Mais ils s'installent nombreux, et ça se passe sans drame. Ça se passe sans drame, oui, dans une confusion assez grande. Et cela, ça va durer 4 ans. Le premier qui est venu dans la il se souvient qu'il avait des grenades, il posait ça, on se demandait si c'était chargé, tout ça. Il a acheté, je crois que c'était des bouteilles de quelque chose. Je crois que c'est à ce moment-là, je t'ai dit, j'aurais tout donné. Ouais. Et il avait des billets d'argent, vous savez, les nouveaux billets de cuivre. Il a payé. Il a payé. Il a acheté à boire. Ah, mais oui. Et il a bu tout de suite. Oui, mais il a voulu que tu goûtes. J'ai goûté. Le premier coup de canon, j'ai très bien senti. Ça, c'est... Bon, mais... un peu d'entraînement, le souvenir qui me restait, hein, j'ai très bien senti que ça n'allait plus. Et l'obus à même écorné, la cheminée de chez Morin tombait dans le jardin. Ouais, alors j'étais obligé d'appliquer la tactique de ce que je me suis rappelé. Au lieu de filer toujours tout droit devant, un coup de vent, 2 coups en arrière, 2 coups en avant, 1 coup en arrière, etc. Donc j'attendais toujours que le coup de canon soit parti. Ah oui. Comme ça, une fois que le coup était parti, moi je me dis bon ben il va tomber où c'est qu'il va vouloir, mais moi là ce coup-là quand même j'ai eu peur parce que j'ai eu peur et puis j'avais fait des plats-ventes qui n'étaient pas de saison, alors j'avais... Et vous avez distribué le courrier quand même? Ah oui, bon, ça tout le courrier a été distribué. Oui, sous les obus. Mais ça il n'y a pas... Avant le premier obus, le sac m'a passé par-dessus les oreilles. Mais j'ai tout récupéré, les journaux sont évidemment tout empoignés, j'ai bouclé le sac et au trou. J'avais rien perdu. Mais j'ai toujours distribué mon courrier. Ouais. Bon, on leur a fait des agaceries, bien sûr. Ouais. Je sais pas, moi, le camouflage n'était pas toujours observé. On avait eu un jour un lieutenant arrivé furieux à la maison parce que mon père ouvrait toujours l'éclairage extérieur. Et ça faisait plusieurs jours qu'ils observaient du haut du clocher. D'où pouvait bien venir cette lumière qui s'allumait, croyant certainement que c'était un signal. Ce n'était rien de ça, c'était simplement pour s'éclairer. Ils demandaient des transports de matériaux pour les blocos qu'ils installaient là-bas. Il fallait charrier des plisses de terre, d'herbe en fait. Les plisses, c'est gazon, c'est des morceaux de gazon. Ah oui. Et il y avait certaines pièces, certains herbages, si vous voulez, qui ont été complètement dépouillés de leur gazon. Ils prenaient ça, on chargeait ça sur les banneaux pour aller couvrir les blocos. Pour les camoufler. Pour les camoufler. Ah oui. Ça se faisait pas de bon cœur, j'imagine. Non, c'est-à-dire que bon ben, c'était une corvée comme une autre. Si vous voulez, on se retrouvait en groupe de copains, quoi. Alors on rigolait. Il y a eu des trucs assez amusants même. Tout à l'heure, je vous parlais que nous mettions 3 ou 4 asperges dans un banneau, alors que si ça avait été pour nous, nous en aurions mis 50. Que nous devions faire 5 voyages dans la journée, qu'on faisait les 5 voyages, mais qu'en fait, on en avait emmené une quinzaine au maximum. Ah oui, 4 poteaux, c'est tout. Alors que pour nous, on en aurait emmené 200. Mais les Allemands, alors qu'est-ce que vous leur donniez comme explication? On ne leur en donnait pas, parce qu'ils parlaient allemand et nous français, alors chacun... Mais ils ne voyaient pas que ça n'allait pas, quand même? Je sais pas, il y en avait beaucoup qui ne savaient pas le dire, de toute façon. Une occupation étrangère, c'est jamais bien gai, ça ne peut pas l'être. Mais je dirais que au bourg ou dans les fermes, la présence allemande, si elle était présente, elle n'était pas trop gênante, parce que la vie continuait, le travail continuait. Mais ici, au Grand Vey, où sont les pêcheurs de Sainte-Marie-du-Mont, problème, parce qu'il fallait sortir sur les barques, il fallait pêcher au large, alors que faire? Alors on lui disait, bon, on va rentrer si vous voulez à 6 heures, le soir, ou à 5 heures, 6 heures, avant la nuit, à peu près avant la nuit.
Et comme je vous disais tout de suite, ils mettaient un barrage. Ils mettaient un barrage. Un barrage. Avec un fil. Ouais. Et des pétards. Des pétards. Oui. Ils mettaient là. Alors nous, qu'on rentrait, combien qui rentrait, et le bateau, il y avait un mort. Ah ben, oui. Alors si Tito qui touchait le fil, tout pétait. Et bien eux qui étaient là, ils entendaient, tout le monde s'emmenait avec les mitraillettes là-bas. Ah oui. C'était dangereux quand même. Oh, si c'était dangereux. Ils vous laissaient aller aussi loin que vous vouliez? Oh non. Non. Il y avait des limites. Hein. Ah oui. Je vous dis, quand on allait en mer, on était 3 bateaux moteurs, et celui qui allait le plus loin, qui avait le soldat allemand. Il y avait un soldat allemand qui allait? Un soldat allemand avec nous. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le mec allait souvent le plus loin. Ben, pour les Anglais, tout ça, il y avait des pièces de, on peut pas vous dire de grenades, de pas tout qu'il avait, hein. Ouais. Il y en avait à moitié le bateau. Ah oui. Alors heureusement, comme je vous dis, qu'il avait le mal de mer. Il était couché dans le bateau, il avait le mal de mer. Alors on le couvrait avec le sirin. Alors il dormait, il attendait que ça se passe? Il dormait, mais il rentrait là, il dormait, tout le temps il dormait. Il réveillait pas. Nous on disait les mots, alors j'étais avec mon frangin, dit quand on va rentrer là-bas, ils vont le passer à la mitraillette. Pour mettre les gravés. Ce qui était curieux, c'est qu'on était quand même sévère avec eux, parce qu'un jour où ils avaient fait un peu la foire, et la nuit, parce que je sais pas quoi, ils fêtaient quelque chose, bon, ils avaient fait un peu la foire. Le lendemain, comme punition, d'ailleurs ils n'avaient pas été très corrects autour de la maison, et le lendemain ils ont été punis, et ça a consisté à leur faire mettre leur masque à gaz, à monter l'avenue. La maison est distante de 250 mètres à peu près de la route, donc il y a une avenue, et ils sont montés et redescendus l'avenue en chantant et en marchant pas de loi. Ces pauvres garçons, moi je croyais qu'ils allaient s'effondrer. Nous finissions par en avoir pitié. Mais voilà, c'est ce que vous aviez des sentiments, je dirais pas maternels parce que vous étiez bien jeune, mais c'est ça, finalement c'était des gamins de 15 ans. Oui, on finissait par en avoir pitié, et il y en avait un qui était si frêle, je sais pas, il avait 15 ans, 16 ans peut-être, il était très frêle, et il avait son casque lui descendait jusque là, vous voyez ce pauvre petit soldat allemand qui disparaît sous son casque. Et alors avant le 6 juin, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les jours ou dans les heures qui précèdent le 6 juin qui tout à coup vous met la puce à l'oreille, qui vous fait pressentir qu'il va se passer quelque chose ou pas du tout? Oui, alors justement ce soir du 5 juin, nous l'avons vu arriver comme d'habitude, et c'est à ma mère d'ailleurs qu'il dira cette chose. Il dira, ah, je crois que c'est la dernière fois, les nouvelles ne sont pas bonnes, et c'est la dernière fois que je viens. Et vraiment, là c'était frappant. Pourquoi nous a-t-il dit cela? Ça vous a impressionné? Ça nous a quand même marqué. Marqué, enfin ça nous a... Oui, ça nous a étonnés. Sur le moment? Sur le moment, puis après, bien... Vous avez dit, mais pourquoi est-ce qu'il est opprimé comme ça? Alors la batterie va peut-être partir et tout ça, et en fait il n'était pas si mal là. Vraiment, si on nous avait dit que la commune entrerait dans l'histoire grâce à cette plage, personne ne l'aurait cru. Et d'ailleurs, les Allemands qui étaient ici, chargés de la surveiller, de la garder, n'y auraient pas cru non plus. Hein, une plage banale, personne n'y venait ou presque, et avant-guerre peu de touristes. Et puis, l'histoire débarque. Et on apprend après que les Alliés s'étaient préoccupés de l'étudier de façon scientifique, que des commandos anglais, français étaient venus par les nuits d'hiver, sans lune, ramper sur cette plage, prélever des échantillons de sable pour étudier la consistance du sol, savoir si ce sol pourrait supporter les charges énormes des blindés, mesurer la pente du sable aussi, évaluer les zones de tangue où ça risquait de s'enliser. Et puis alors, le 6 juin, c'est la surprise. C'est la surprise pour les Allemands parce que c'est marée basse. Et il y a 800 mètres de sable nu avant d'arriver à la dune. Et on se dit, n'importe quel homme sensé se dit, aucun soldat ne voudra charger sur 800 mètres de sable plat comme la main. Parce qu'il suffit de 3 mitrailleuses, d'une mitrailleuse, pour coucher la première vague d'assaut au sol. Alors évidemment, les bombardements auront anesthésié littéralement les Allemands, assommé les Allemands. Mais voilà,
ils auront couvert ces 800 mètres au pas de course pour arriver jusqu'à la dune. Et alors pour les gens d'ici, pour les gens de Sainte-Marie-du-Mont, quand ils voient la plage, la mer, de leur fenêtre quand elle donne sur la mer ou du haut de la colline, ben, c'est la stupeur. Parce qu'il n'y a plus de mer, on ne la voit plus. Elle est couverte de bateaux, elle est noire de bateaux. On ne distingue même plus l'eau. Alors véritablement, c'est comme si une autre planète s'était substituée à la planète familière dans laquelle on avait l'habitude de vivre. Mon père a dit, ben, la maison est à 800 mètres, il y aura peut-être quelques ardoises et quelques carottes cassées, mais enfin, ça ne doit pas être inquiétant pour nous, il faut se coucher. Ben ça c'est de la philosophie, parce que quand vous êtes projeté contre le tas de bois, c'est l'explosion d'une bombe? Oui, d'une bombe qui a dû tomber pas très loin, donc par le déplacement d'air, on a été projeté un peu contre un tas de bois. Alors vous vous relevez, vous allez vous coucher. C'était le soir tôt, hein, monsieur. Ouais. Oui, c'était peut-être, je sais pas, moi, tombé de la nuit, hein, peut-être 10h et 11h, donc on est parti se coucher. Et puis alors un peu plus tard, les bombardements, bon, en mer, bon. Et puis alors... peut-être, je sais pas moi, peut-être 1 heure avant le débarquement, alors là, ça devenait quelque chose d'ahurissant. Alors là, dans la maison, plus de toiture, plus de fenêtres, plus de portes, plus de carreaux. Alors là, c'était vraiment quelque chose de terrible. Il y a eu ces projecteurs, il y a eu ces balles traçantes, il y a eu ces fusées éclairantes. Les lueurs des bombes qui tombent, c'était... On en a gardé le souvenir parce que nous n'avions pas tranché, nous ne nous sommes pas mis à l'abri. C'était beau. Oui, c'est horrible de dire ça. Maintenant, nous allons constater cela un peu comme un feu d'artifice. C'était très beau. Mais rendez-vous compte oui. De voir tous ces hommes qui venaient pour nous délivrer, puis alors tous ces enfin, ça passe, c'est comme des grosses étoiles, pas des étoiles, mais enfin, c'était merveilleux. Alors là, on est parti en catastrophe de la maison parce que c'était plus tenable. Et quand nous avons voulu sortir de la maison, la porte de la boutique, puisque mes parents étaient commerçants à l'époque, elle avait cédé du côté des gonds. Elle était restée fermée du côté des verrous, si vous voulez. Alors donc, moi, je suis faufilée très vite, je suis voulu partir, et je suis partie rejoindre une famille à côté de chez moi, dans une tranchée. Bon, mes parents ont suivi, et là, on est allé se mettre dans cette tranchée, en attendant que ça se passe. Alors, Suzanne, 10 heures du matin, vous sortez, et vous vous avancez dans cet herbage. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'aperçois un soldat qui était couché là, tout maquillé de noir. Un Américain? Un Américain, la mitraillette prête à actionner, quoi. Et qui m'a fait signe de ne pas parler, quoi. Et puis, quelque temps après, j'ai vu les Allemands passer. Et ils m'ont interpellé pour me demander si je n'avais pas vu l'Américain. Je leur dis non. Ils m'ont dit, nous avons 4 parachutes et seulement 3 hommes. Ouais. Alors nous cherchons le 4e. Et c'était celui-là, évidemment. C'était celui-là, évidemment. Alors ils ont parti dans cette direction-là. Mais qui c'était ces Allemands? C'est 3 Allemands qui étaient en cotonnement là depuis très longtemps. Et ah oui, vous les connaissiez? Je le connaissais, oui, oui. Je me rappelle du prénom d'un, c'était Robert. Oui, Robert. Robert, et c'est... Je ne me rappelle pas si je savais le prénom des autres, mais je sais que c'est lui. Quand je l'ai vu faire arriver dans le coin là, je me suis dit, ça va tout de suite, ils vont se rencontrer. Et vous ne vouliez pas voir un massacre comme ça? L'autre côté, c'était des Allemands aussi. Alors dès qu'il aurait bougé, les autres auraient riposté, pas de doute. Je tenais pas du tout à voir un homme se faire tuer, n'importe de quelle race il soit, de quelle nationalité il soit. Alors, dans cette bataille extraordinaire, où les états-majors avaient tout prévu, où la technique avait été mise en œuvre, où des inventions extraordinaires avaient été faites pour gagner contre l'autre, eh bien, c'est la nature toute bête, si je puis dire, qui a créé la plus grande surprise. Et pour les parachutistes américains, c'est l'horreur, parce que la nature est contre eux. Il faut penser à ces garçons qui venaient pour la plupart des vastes espaces américains et qui tombent dans un damier, dans un labyrinthe, dans ces herbages, dans ces clos plantés de pommiers et entourés de haies, cernés par des haies. Ils ne se repèrent pas parce que la haie bouche l'horizon. Ils franchissent la haie. 100 mètres plus loin, une nouvelle haie. Ils n'en sortent pas, ils ont l'impression d'être pris dans un piège. Et vraiment, c'est l'horreur, c'est la folie. Il y a de véritables cas de folie. Et puis, ils arrivent au bourg, ceux qui arrivent ici.
évidemment, c'est le soulagement. Enfin, il retrouve des points de repère. Mais c'est une autre folie ici qui s'instaure, c'est la folie des hommes. Parce que ce bourg est traversé par des patrouilles allemandes, par des patrouilles américaines. On se tire dessus, on ne sait pas où est l'ennemi, on ne sait pas où est l'ami. On risque à chaque instant une rafale dans le dos. Et la plupart, aussi bien allemands qu'américains, s'efforcent finalement de quitter cette place qui pour eux est un piège incompréhensible. Alors il y a eu un homme tout de même, un Américain, plus âgé que les autres, un chasseur, disent les gens d'ici. Il tenait son fusil comme un chasseur. Et lui, il a compris ce qui se passait et il s'est embusqué ici, derrière cette pompe. Hein. Et là, il a attendu, exactement comme un chasseur à l'affût, et tous les Allemands qui passaient, au galop en général, parce qu'ils étaient paniqués, eh bien il leur collait une balle dans la tête. Et à lui seul, il a tué une bonne dizaine d'Allemands. Voilà, dissimulé derrière cette pompe. D'autres ont eu plus de chance, ou ont eu moins de chance. Je pense par exemple à Ambrose Ali, c'était un parachutiste américain, il est tombé là sur le toit de la maison de M. Bonzon. Son parachute s'est pris dans le toit, et là, c'est le moment précis où passent 4 ou 5 soldats allemands. Et il le colle au mur pour le fusiller, et Ambrose Ali, qui est un chrétien, commence à réciter son acte de contrition, il croit que c'est fini. Et à sa profonde stupeur, des coups de feu éclatent, les Allemands s'écroulent, ce sont des soldats américains qui étaient embusqués derrière l'église, qui l'ont sauvé au tout dernier moment, au moment même où il allait être fusillé. Et avec les Américains, ça s'est tout de suite bien passé. Oh, très bien. Alors ils venaient boire aussi chez vous? Ils venaient boire aussi. Ah, puis alors c'était assez long parce que, vous savez, on voyait des fuites, toutes les... Oh, je ne sais pas m'expliquer. Tous les temps, toutes sont passées par ici. C'est ça, bah oui. Je vous ai dit qu'à 2 heures exactement, le temps qu'Amphibie était là au coin. Là, nous sommes encore le voir, voyez-vous. Ouais. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le temps qui était là au coin de rue et qui nous faisait signe de nous éloigner. Ah, ouais. Le monsieur qui conduisait. C'était un soldat qui conduisait. C'était un soldat, oui. Et alors, après, les Américains sont venus. Est-ce qu'ils vous ont fait obliger à goûter Ah non, non, non. Ils ne sont pas entrés si vite que ça. Ah, les Américains, ils étaient trop occupés, vous savez. Oh non, puis ils avaient tout ce qu'il leur fallait, les Américains. Vous n'allez pas me croire peut-être, mais on était couchés. Et sur le coup de 10 heures du soir, j'ai entendu du bruit dans la cour. Je descends pour voir ce qui se passait. C'était un officier de police américain qui arrivait avec un cheval. Ouais. Il avait un cheval qu'il avait ramassé aux Allemands. Et alors, il faisait la police au carrefour de la Madeleine, là-bas. À la plage. Et le soir, il revenait et il me demandait à mettre son cheval à l'écurie. Et il voulait coucher dans le couloir, ici. Ah bon? Alors, j'ai dit, écoutez, il y a un lit. Ah, mais il faut qu'à 6 heures, je sois reparti. Il dit, ben, on vous réveillera en heure et en temps. Et alors, il a cassé la croûte. D'abord, il avait son ravitaillement. Il ne nous a rien demandé. Au contraire, ma femme n'était même pas descendue. Il a fait le fameux Nescafé qu'on ne connaissait pas. Il en a préparé. On a donné une tasse. Il est monté en haut. Il a repris son cheval le lendemain matin. Et pendant 8 jours, il est venu ici coucher. Après avoir vu passer des centaines de blindés, des avions, etc., vous voyez un cow-boy à cheval, enfin tenant son cheval par la rue. Amené avec son cheval, oui, c'était... Rien ne se sera passé ici comme ailleurs, alors. Oui, sur les 13 000 parachutistes qui se sont abattus dans les prairies et dans les jardins, comme ici, il y avait beaucoup de héros, et puis il y avait les autres, ceux dont ce n'était pas la nuit d'héroïsme. Et parmi ceux-là, il y avait un excellent garçon qui a atterri dans le jardin de ma voisine, ici, et puis il s'est rendu compte que la nuit était difficile, et il s'est installé dans les cabinets, comme il y en avait à cette époque-là, les cabinets du jardin, et il s'est enfermé là, et puis il a attendu que ça se passe. Et à l'aube, ma voisine est venue le voir, enfin elle l'a découvert dans ses cabinets, et elle l'a battu en retraite.
Elle ne voulait pas troubler ce guerrier. Puis elle est revenue un peu plus tard, il était toujours là. Puis les heures passaient et il ne démarrait pas. Il était là, toujours sur son trône, avec aucune intention de s'en aller. Alors, il y avait une certaine urgence chez mes voisins au fil des heures. Et vers midi, alors que le bourg était envahi par les Américains, c'était fini, la bataille de Sainte-Marie-du-Mont était terminée, ma voisine est venue lui dire, ça ne peut pas durer, moi je vais aller chercher un officier, il y a la guerre, il faut que vous repartiez. Et alors il a pris tout son barda et il a enfin libéré les lieux. Et peut-être ce garçon s'est-il fait tuer héroïquement 2 jours plus tard, ou 6 mois plus tard, à Arnhem ou à Bastogne. Simplement, cette nuit du 6 juin, c'était pas sa nuit. Votre frère, quand ils l'ont vu, ils ont cru que c'était un Allemand. Oh, oui, c'est la seule raison plausible, quoi, autrement. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la fenêtre? Il ouvre la fenêtre pour agiter un torchon blanc, il n'a pas eu le temps de l'agiter. Il a été tué une balle au cœur. Mais et l'enfant de 11 ans? Ben oui, mais enfin, vous savez... Ils n'ont pas vu l'enfant précisément, ils ont fait tous les appartements avec des rafales de mitrailleuses, quoi. Alors, le gosse qui se trouvait caché dans le fond d'une cave, derrière les fûts de cise, tout ça, et ma belle-sœur était là aussi, elle n'a rien reçu, c'est le gosse, quoi. Elle a vu tout ça? Oui, elle a vu tout ça. Son mari et son enfant tués sous ses yeux? Sous ses yeux, elle avait un gosse de 6 mois au bras. Alors il y a eu tout dans ce débarquement, la comédie, la tragédie. Il y a eu un petit peu de tout, c'est sûr. Hein? Oui. Puis le manque de chance, parce que là c'est vraiment le manque de chance. Hein. Je me suis trouvé par suite des circonstances dans un endroit où on se battait. Les circonstances ont voulu qu'il y ait eu une méprise, et puis pour d'autres ça a été beaucoup plus tragique, pour d'autres ça s'est très bien passé. C'est l'effet de la guerre, c'est l'effet du hasard. Oui, mais tout de même, c'est une aventure pas ordinaire que d'attendre les libérateurs, et une fois que les libérateurs sont là, on reçoit une rafale de mitraillettes, et on s'en va sur une civière en Angleterre avec plusieurs balles dans le corps. Et alors l'énigme, nous nous demandons tous, comment se fait-il que l'homme qui devrait avoir le plus mauvais souvenir du 6 juin 1944 soit aussi celui qui exalte année après année l'amitié franco-américaine? Je pense que le village a une extrême chance, c'est d'être pour des quantités de vétérans américains ou d'alliés, un coin de France où ils viennent en souvenir de ce 6 juin, du jour du débarquement où ils sont venus, et où ils ont perdu des leurs. Ils y viennent un peu comme un pèlerinage. Mais face à un Américain, un vétéran américain, vous n'avez jamais eu un sentiment d'amertume? Non, j'ai jamais eu un sentiment d'amertume. Je me souviens des Américains arrivant, et c'était donc il y a 40 ans, des Américains arrivant autour de la civière et disant « Oh, Frenchy, Frenchy !» Et puis, je me souviens d'avoir été opéré le lendemain du débarquement. Je me souviens de m'être réveillé sous les tentes américaines, et on voyait encore la plage en feu. Je me suis trouvé à un moment sur la civière, juste de l'autre côté d'où était l'adjudant allemand qui était à la batterie de la maison. Et je me souviens, cet adjudant allemand, il mangeait des oranges. On n'avait jamais mangé d'oranges depuis des années. Et quand j'ai vu l'adjudant manger des oranges, je me souviens à ce moment-là, si j'ai eu un moment un peu un haut le cœur, en me disant, il y a quand même des choses qui sont mal faites. Là, bon, c'était il y a 40 ans, hein, c'est fini. Mais si on vous disait, écoutez, si vous voulez, ça va avoir lieu demain. Tu partirais dans un autre pays? Qui est-ce qui aurait envie de vivre ça? Qu'est-ce qui aurait envie de vivre le débarquement? Pas moi. Personne? Qui? Allez, il y en a bien. Là. Toi, t'aimerais vivre le débarquement? Et toi aussi? Et pourquoi? Parce que ça devait être bon. Ça devait être bon.
Non, c'est effroyable. Effroyable. Mais dites-moi là, alors bon, on est maintenant en 1984, vous voyez bien, il y a des Américains qui viennent, hein, vous les voyez sur la place du Bourg, puis il y a des Allemands aussi, hein, ceux des Delfingen notamment. Bon. Est-ce que quand vous voyez un Américain, quand vous voyez un Allemand, vous vous dites, ah tiens, vous avez une préférence pour l'un ou l'autre? Oui, les Américains. Toi, tu vois les Américains? Oh non, maintenant la guerre est finie. Hein. Oui, alors ici à la plage, on a 4, 5 monuments qui rappellent que le débarquement a eu lieu ici. Mais le plus cher pour nous et celui qui nous a posé des problèmes, c'est cette borne de la Voie de la Liberté qui marque le départ des armées de la Libération. Alors dans le canton, il y en a eu 2 bornes. L'autre, elle est à Sainte-Mère-Église, borne 0. Mais enfin, à Sainte-Mère-Église, il n'y a pas eu de débarquement, c'est ici qu'est la mer. Et ça a posé un problème au peintre de la commune parce que ça lui faisait mal au cœur d'avoir une borne 0 comme à Sainte-Mère. Alors il a eu une idée de génie, il a mis un double 0. Alors à Sainte-Mère, ils ont la borne 0 et nous, la borne double 0.